Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal sur Camnews 24. Au sommaire de cette édition, fin de séjour de Christine Lagarde en terre camerounaise. La directrice générale du Fonds monétaire international a clôturé sa visite de travail de 72 heures au Cameroun par la capitale économique où elle a eu des échanges francs avec les différents acteurs du monde des affaires. Emballage plastique non biodégradable, les utilisateurs récidivistes payent les frais à Douala. Des magasins s'éligent, une importante quantité d'emballage est saisie, tel est le bilan d'une opération de force que vient de mener dans la capitale économique une mission conjointe du ministère de l'Environnement. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Camnews 24. Le directeur général du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a bouclé sa visite de travail au Cameroun hier, samedi 9 janvier 2016, par Douala, la capitale économique. Au cours de sa visite, Christine Lagarde s'est entretenue avec une douzaine de femmes leaders camerounaises, puis la patronne du FMI a eu une rencontre avec les opérateurs économiques du Cameroun avant d'aller remettre un don financier de 4,5 millions de francs CFA à l'association Main dans la Main dans l'arrondissement de Douala 5e. Satisfaction pour l'hôte du Cameroun au terme de cette visite dont l'acte final nous est retracé ici par Thierry Eba et Benoît Ndokmo. Christine Lagarde termine sa visite au Cameroun par la capitale économique Douala. Le directeur général du Fonds monétaire international FMI est accueilli ici, à l'aéroport de Douala, par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, qu'accompagnait tout le gratin administratif et communautaire de la ville. Brève escale au pavillon d'honneur de l'aéroport entre l'hôte et le gouverneur. Juste le temps de prendre le pouls et la température de la ville de Douala sous l'emprise de la chaleur. Ensuite, la délégation du directeur général du FMI s'ébranle au Pullman Hotel Douala Rabinga, où le programme de Christine Lagarde doit commencer par une rencontre avec une douzaine de femmes leaders camerounaises. Plus de 2 heures d'horloge d'échange entre la femme la plus puissante de l'administration du monde de la finance et les Camerounaises, véritable motrice de l'émergence du Cameroun. Après, le cortège du directeur général du FMI met le cap sur le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, BEAC, agence régionale de Douala, pour une rencontre avec les représentants du secteur privé, dans lequel on y retrouve le groupement des employeurs, de la microfinance, des petites entreprises et surtout des acteurs majeurs de la société civile camerounaise. De tous ces échanges, Christine Lagarde recommande une prise en main par les responsables des opportunités économiques qui font du Cameroun une exception dans la sous-région Afrique centrale. Le programme de la visite de Christine Lagarde à Douala a eu un cachet particulier avec le côté charité, qui a conduit sa délégation au siège de l'association Main dans la Main, 6 au quartier Bonamou Sadi dans l'arrondissement de Douala 5e. Madame le directeur général va y remettre un don financier à hauteur de 7 500 $, soit 4,5 millions de francs CFA. Christine Lagarde a ainsi bouclé sa visite au Cameroun sous un air de satisfaction au regard de l'enthousiasme qu'elle a affiché tout au long de son séjour de 24 heures dans la capitale économique, Douala. Avant Douala, Christine Lagarde était bel et bien dans la capitale politique Yaoundé. Là-bas, elle a parlé du financement des infrastructures en Afrique centrale au deuxième jour de sa visite de travail. C'était au cours d'une table ronde animée par cette dernière en présence des ministres des Finances de la sous-région Afrique centrale. Le compte rendu de Salomon Foué et de Marcel Mvondo à Bain. Financement des infrastructures, c'est le thème de la table ronde que Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, a animé ce vendredi à Yaoundé devant plusieurs membres du gouvernement et un partenaire impressionnant de personnalités du microcosme économique de la sous-région et notamment les ministres des Finances de l'Afrique centrale. De l'avis du numéro 1 du Fonds monétaire international, les économies de la sous-région sont en proie à un choc pétrolier du fait de la chute du prix du baril à l'international, doublé d'un choc sécuritaire suite aux activités néfastes de Boko Haram, sans oublier l'instabilité sociopolitique observée dans certains États de cette terre géographique. Toutes choses qui rendent difficile la consolidation d'une croissance durable et inclusive au moyen de la mise en place des infrastructures porteuses d'une meilleure plus-value. La région va devoir s'ouvrir sur ses voisins et tirer profit de leur marché pour repartir de nouveau. Il y a à mon sens 3 priorités. Dépenser mieux, ça
Ça, c'est la politique budgétaire et la discipline qui doit être appliquée. Encaisser davantage, mobiliser la région dans l'intérêt des pays de la zone et de manière collective. Ce n'est pas chacun pour soi dans des périodes difficiles. Alors examinons-les à tour de rôle. La première priorité que j'ai indiquée, c'est dépenser mieux. Chacun s'accordera pour considérer que les projets d'infrastructure, vous l'avez dit, monsieur le ministre, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, sont des conditions préalables à toute croissance durable et inclusive. Et dans un environnement de tension budgétaire que nous venons d'évoquer, on ne peut pas réaliser tous les projets. Et il importe d'établir et de respecter des priorités avec un sens encore plus aigu de la rareté des finances publiques. Et cela peut exiger de réduire l'ampleur de certains plans, de renégocier un certain nombre de contrats. Dans une posture de conseil et d'assistant, le Fonds monétaire international, par la voix de sa directrice générale, recommande la diversification des sources de recettes, l'amélioration du climat des affaires, l'exonération de certains produits à la douane, le renforcement de la gouvernance financière et la soutenabilité de l'endettement des pays de la sous-région. Et qui est donc Christine Lagarde? En dehors d'être le directeur général du Fonds monétaire international, cette Française n'est pas très bien connue au Cameroun. Pourtant, elle est l'une, sinon la meilleure femme la plus puissante du monde moderne. La nouvelle Christine Lagarde, après son séjour au Cameroun, c'est dans ce portrait que nous dresse ici Thierry Eba. Véritable danseuse du Bakabantou, dans la région de l'Est Cameroun, voilà ce que l'on peut ajouter à la biographie déjà immense de Christine Lagarde, cette Française qui dirige des mains de femmes le Fonds monétaire international. En visite de travail les 7, 8 et 9 janvier 2016 au Cameroun, Christine Lagarde, née l'Alouette, est mère de 2 enfants et avec ses 60 ans, est mère de la finance mondiale. Celle-là que l'échec pour l'entrée à l'École nationale d'administration en France, ENA, n'a pas freiné dans son envie de réussir, comporte dans sa gibecière académique et universitaire des diplômes en sciences politiques, en droit social et en littérature anglaise. La sportive de haut niveau, championne de France en natation synchronisée en 1971, nommée présidente du comité international célèbre cabinet américain Baker et McKenzie, après avoir gravi les échelons dans ce cabinet. En 2005, un coup de fil déclencheur de Dominique de Villepin, alors Premier ministre sous Jacques Chirac, va permettre à cette native de Paris de faire ses premiers pas en politique avec un poste de ministre du Commerce et de l'Industrie. Jacques Chirac fumé par Nicolas Sarkozy, Christine va plutôt monter la garde au ministère de l'Économie en 2007, dans le nouveau gouvernement que va diriger dès lors François Fillon. Elle deviendra de ce fait la toute première femme à occuper ce poste en France. La rivalité binôme dans la vie politique de la France entre les socialistes et la droite va faire une grosse victime, à savoir Dominique Strauss-Kahn, alors directeur général du FMI. Comme la France jouit d'une hégémonie non justifiable à ce poste, Christine Lagarde, qui sachant la déchéance de DSK, va refuser le poste de Premier ministre au cours de la mandature de Nicolas Sarkozy, selon le journal français Paris Match. En 2010, son engagement à aller au bout du G20, son élection comme meilleur ministre des Finances de l'Union européenne, embourbée dans la crise, et sa négociation avec tact avec la Chine, dans l'optique que l'Empire du Milieu adoucit ses positions lors du G20, vont servir de déclic pour placer Christine Lagarde au firmament de la finance mondiale. Toutefois, sa récente visite africaine laisse plusieurs observateurs dubitatifs au sujet des non-dits et sous-entendus de cette tournée, qui, malgré ses interrogations, a fait de Christine Lagarde une bantou chez les Baka. Reste que le FMI lui emboîte le pas pour que les économies africaines et camerounaises en particulier ne soient pas plombées dans l'aile en plein redécollage. Je crois qu'on en sait déjà un peu mieux de cette dernière après ce portrait dressé par Thierry Eba.
De toute autre chose, à présent, usage des emballages plastiques non biodégradables. La répression s'intensifie à Douala. Une mission conjointe de la direction des normes du contrôle et de la délégation régionale de l'environnement pour le littoral était donc sur le terrain cette semaine. Il a été question de traquer les utilisateurs indélicats de ce type d'emballage et de faire respecter l'arrêté conjoint du ministère de l'Environnement et du ministère du Commerce signé le 24 octobre 2012 portant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages plastiques non biodégradables. Reportage. Le coup de force mené sur le terrain par la mission conjointe Direction des normes du contrôle et Délégation régionale de l'environnement pour le littoral a déjà permis de mettre la main sur un important stock d'emballages plastiques non biodégradables dans quelques entreprises privées et espaces marchands. Le délégué régional de l'environnement pour le littoral affirme même que plusieurs magasins se sont vus fermer, faute du nécessaire pour les vider de leur contenu. Dans la plupart des cas, c'est des cas de récidive en fait, puisque c'est des structures qui sont souvent sensibilisées, qui sont même sous amende et qui ont malheureusement continué de façon dissuasive à fabriquer et à commercialiser les emballages interdits. En plus de la saisie de ces emballages, leurs fabricants se voient également infliger de fortes amendes. Selon la lettre circulaire numéro 0036 du 24 août 2014 de M. le ministre de l'Environnement, les contraventions de petite envergure, les amendes varient de 4 000 à 25 000. Mais par contre, selon les dispositions de l'article 81 de la loi numéro 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement, donc pour les contraventions de grande envergure, les amendes varient de 10 à 50 millions ou les peines d'emprisonnement de 2 à 5 ans. Et en cas de récidive, les peines maximales sont doublées. Il faut dire que l'opération coup de poing menée sur le terrain depuis quelques jours à Douala n'est que la continuité d'une phase répressive qui a commencé depuis le 25 avril 2014, soit 18 mois après l'arrêté conjoint ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable et ministère du Commerce. 18 mois marqués par la sensibilisation et des multiples descentes du ministre de tutelle sur le terrain. Pour les responsables du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, l'heure n'est plus à la sensibilisation, mais à la répression. Et tous les contrevenants à l'arrêté conjoint du 24 octobre 2012 portant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables n'ont qu'à bien se tenir. Journée mondiale des orphelins de guerre, l'événement s'est célébré cette semaine, le 5 jours après la journée mondiale de la paix. La célébration de portée universelle met en relief les droits de l'enfant qui doivent être respectés même en période de guerre ou de conflits armés. Le Cameroun n'est pas resté à marge de cette commémoration, lui qui compte de nombreux orphelins laissés par des soldats tombés au champ de guerre dans la partie septentrionale du pays. Plus de précision avec Eric Tiché. La situation matérielle des orphelins de guerre dans les zones touchées par les conflits reste extrêmement problématique et l'appel aux États pour remédier à cet état de fait est toujours aussi nécessaire. C'est la raison pour laquelle, 5 jours après la célébration de la journée de la paix le 1er janvier, que l'Organisation des Nations Unies a choisi la date du 6 janvier pour attirer l'attention de l'humanité sur la situation des orphelins de guerre. La Convention internationale des droits de l'enfant affirme que leurs droits doivent être respectés même en période de guerre. Pourtant, dès qu'il y a une guerre dans le monde, les enfants sont les premières victimes parce qu'ils sont plus fragiles et qu'il leur est plus difficile de se protéger. Certains sont gravement blessés et handicapés à vie. D'autres deviennent des soldats quand des terroristes les forment à se battre à leur côté au moment où certains perdent des membres de leur famille. C'est le cas de ces enfants devenus orphelins du fait de la guerre contre la secte barbare Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun. En dépit de
ce cliché pour le moins catastrophique. Les efforts des organisations internationales sont à saluer. Elle qui met en place des actions visant à aider et à protéger ces orphelins de guerre placés dans ces centres et familles d'accueil. Aussi bénéficie-t-il de ces organismes internationaux qui aident les orphelins de guerre dans la mesure du possible à retrouver des membres de leur famille. Industrialisation du Cameroun, la MAGSI entend jouer un rôle de premier plan. Le directeur général de cette entité a réitéré le directeur général de cette entité a réitéré cet engagement cette semaine devant les hommes de médias. Une rencontre qui mettait ainsi un terme à une tournée d'un mois effectuée dans les sites MAGSI qui restent en proie à de nombreuses difficultés infrastructurelles et conjoncturelles. Plus de précisions avec Marcel Vandoabin et Florian Payou. C'est un manager à la fois serein et parfois perturbé par les difficultés auxquelles les 1320 hectares destinés à l'aménagement industriel à titre locatif qui s'est présenté devant les journalistes pour faire le point d'une récente tournée effectuée sur les différents sites de la MAGSI. Si la tournée a permis au directeur général de toucher du doigt les réalités liées à l'installation des industries, il a pu également échanger avec les industriels avant de recenser leurs diverses préoccupations afin de mieux préparer les activités de l'année en cours. Sur les sites MAGSI disséminés dans les régions de l'Est, de la Damawa, du littoral et du centre, le dénominateur commun est la récurrence des besoins infrastructurels. Absence de routes bitumées, d'adduction d'eau, d'électricité et parfois d'une sécurité peu assurée. L'autre épine dans la chaussure de la structure semble être l'occupation anarchique des terrains auxquels s'ajoute la mauvaise perception des missions de la MAGSI dans l'imagerie populaire. Pour essayer d'inverser cette tendance, une rencontre ouverte s'est tenue avec notamment les entreprises et les populations installées sur le site de Yaoundé Sud, dans les quartiers Vanessam. De prime abord, il était question d'informer les uns et les autres sur le statut juridique de la MAGSI par rapport à l'occupation d'une partie des 316 hectares de ces sites occupés de manière illégale par les tiers acquéreurs, pourtant déjà expropriés à 2 reprises par l'État dans les années 85 et 91 pour cause d'utilité publique. Loin d'elle l'idée de procéder à un déguerpissement forcé à Yaoundé Sud. Comme ce fut le cas à Douala en 2014-2015, la direction générale de la MAGSI a voulu rappeler les uns et les autres à l'ordre, puisque des solutions définitives seront bientôt trouvées par une commission chargée de la restructuration de la zone industrielle de Yaoundé Sud. À terme, il s'agira d'aménager les zones dites libres encore inoccupées par les industries, de caser dans les zones moyennement peuplées les entreprises non polluantes et les populations déjà installées et ensuite maintenir dans les sites densément peuplés les habitations contre soumission à un cahier de charges devant conduire à terme à l'obtention par ses occupants d'un morcellement ou alors d'un bail temporaire. Cet ensemble de mesures globalement saluées par les occupants présents augure des lendemains qui chantent, car la cerise sur le gâteau, c'est l'annonce de la disponibilité d'une nouvelle zone industrielle MAGSI dans la localité de Mbankomo. Opération de recensement des réfugiés, le torchon brûle entre les demandeurs d'asile et les responsables du HCR à Yaoundé. Désordre et colère se sont invités dans l'opération d'enregistrement et de distribution de la pitance au bénéfice des réfugiés, organisée cette semaine à Yaoundé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le compte rendu de Salomon Foué, Joseph Atiba et le récit de Eric Ticheux. Le centre d'enregistrement des opérations de vérification biométrique des réfugiés ici au quartier Omnisport de Yaoundé a été pris d'assaut dès les premières heures de cette matinée du 5 janvier 2016 par de nombreux réfugiés issus de plusieurs pays africains et dont les contingents centrafricains, nigériens et tchadiens constituaient l'essentiel des rangs. Agglutinés devant le mur du HCR et d'autres assis à main le sol, ils sont venus, hommes, femmes et enfants, abandonnant leurs occupations pour se faire enregistrer relativement à leur statut et recevoir leur pécule à l'initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, avec la participation du Comité international de la Croix-Rouge. Du fait de cet malentendu, né de la difficile gestion de cette marée humaine, le désordre et la colère s'y sont installés, entraînant l'interruption du processus. Ce que je vais passer, c'est juste le respect de l'image des réfugiés, puisque les réfugiés sont d'abord des êtres humains. Si on pense que c'est une communauté de désordre, moi je doute fort.
puisque je vois le désordre ne sort pas du côté des réfugiés, mais le désordre, c'est au niveau de l'organisation. La tonalité électrique de ces opérations a décidé le responsable du HCR à faire recours aux forces de l'ordre pour tenter de calmer certains esprits surchauffés. Les deux camps se jettent le tort. Le HCR déplore l'indiscipline des réfugiés. Ces derniers réclament le respect et dignité attachés à leur statut et encadrés par des conventions internationales. En sport, éliminatoire de la Coupe du monde de football féminin des moins de 17 ans en Jordanie, entrée en matière réussie pour les Lions indomptables du Cameroun. Les Puniches de Minkro Bigwe se sont imposés face à l'équipe éthiopienne hier 9 janvier 2016, 2-1. La confrontation entre les deux formations a eu lieu au stade de la réunification de Douala, où étaient également présents nos reporters Michel Ateba et Josué Ngonga. Jusqu'à la 39e minute de la première mi-temps, la domination camerounaise est territoriale. Les U17 camerounais sont sur tous les coups, multiplient les offensives, mais à chaque fois maladroites face au but adverse. La capitaine Soline Diane Djoubi, dossard numéro 9, Hortense Ava, dossard numéro 17 et Sophie Lengeli à chaque fois, but devant la gardienne éthiopienne. À la 39e minute et contre toute attente, l'Éthiopie qui joue sur sa moitié de terrain trouve le chemin des buts. La contre-offensive est bénéfique pour les jaunes. Melaté, Demeke, Goudeta loge le cuir au fond des filets. Le score ne bouge pas jusqu'à la mi-temps. La deuxième manche est déterminante pour les Little Lions. Amenée par la capitaine, l'équipe va trouver la faille. À la 60e minute, la faute de main en pleine surface de réparation éthiopienne donne droit à un pénalty. Soline Djoubi le transforme. C'est l'égalisation. L'équipe camerounaise, poussée par son public, trouve à nouveau le chemin des filets à la 76e minute. Soline Diane Djoubi délivre sa sélection nationale. Son doublé est magnifique. Dans 2 semaines à Addis Abeba, il va falloir préserver cet acquis de 2-1. Et c'est donc avec cette note gaie en sport que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Bonsoir.